Nous allons prendre Elie Tchamounani. Vous avez suivi plutôt l'actualité telle qu'elle se déroule autour de la semaine au sujet de la crise sécuritaire en République démocratique du Congo. Je ne vais pas parler de l'affaire de l'Est de la République démocratique du Congo parce que la crise c'est en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous en pensez? Le procès contre Corneille Nangaa, la révocation des Jean Bosco Bahala, ainsi que les mesures restrictives prises par les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Est-ce que cela n'est pas une sorte d'apaisement sur la guerre qui sévit depuis près de 30 ans maintenant en République démocratique du Congo? Merci Madame Judith. Il est toujours difficile de parler quand l'aîné a parlé, mais vous avez compris tout ce qu'il a dit par rapport à la préoccupation de M. Nangaa. Nous commençons par là. Oui. Avant tout, j'annonce et j'informe à tous les auditeurs qui nous écoutent que le gouvernement n'a jamais entrepris aucun processus de négociation avec les M23. Ça, il faut retenir. Donc, les agitations qui peuvent s'observer de par ici, par là, ne viennent que les gens qui veulent déstabiliser les pouvoirs en place, mais pas à dire que jusque-là, le gouvernement a entrepris un quelconque processus dans ce sens. C'est d'ailleurs le leitmotiv qui a fait à ce que certains messieurs du Nord Kivu et de l'Est commencent à s'agiter pour rejoindre les mouvements. Et là, je cite votre collègue journaliste Magloire Paluku. C'est un citoyen congolais comme tout le monde. Qui est aussi journaliste, on ne doit pas le savoir, on le connaît comme tel. Si vous commencez à généraliser, alors nous allons généraliser, parce qu'il y a des gens de l'UDPS qui sont dans l'AFC, il y a ceux de l'opposition également qui sont dans l'AFC, il y a ceux de la majorité, et alors ce sont des citoyens congolais. Corneille Nangaa, c'était un président de la CENI qui a proclamé le président Tshisekedi. Alors, je ne sais pas pourquoi vous allez généraliser. Je voulais citer Corneille Nangaa. Voilà. Je cite même certains de mon parti qui étaient cités, vous le savez. Vous n'êtes pas sans le savoir jusque-là. On a cité qu'il y a même les membres libéraux qui seraient partis pour rejoindre les mouvements. C'est pourquoi je parle aussi de M. Magloire pour montrer que toutes les tendances veulent rejoindre les mouvements parce qu'il y a des bruits qui disent qu'il y aurait certaines négociations en gestation. Et moi, je forme qu'il n'y en a pas. Alors, l'objectif, c'est quoi pour eux? Ils voudraient être dans les mouvements pour que lorsqu'il y aura négociation, que chacun se retrouve. Mais quant à ce qui concerne Nangaa, pour les sanctions, qu'est-ce que ça signifie à dire vrai? Au vrai sens du mot. Adrien Zawad l'a dit, ce ne sont que des distractions pour nous endormir. Parce que quand on vous dit on va geler les billets de Corneille Nangaa aux États-Unis, pourquoi on ne commence pas par nous dire qu'il a combien de millions dans leur compte? Qu'est-ce qu'on a gelé? Qu'est-ce qui nous dit qu'il a des investissements en Amérique? Qu'est-ce qu'on nous dit qu'il a des investissements dans l'Union européenne pour nous dire que non, on a gelé ses biens, c'est une sanction pour lui? Mais non, c'est une distraction pure et simple. Quand on vous dit, on lui interdit de voyager aux États-Unis, dans l'espace Schengen, à l'Union européenne, est-ce que vraiment c'est pour lui un besoin? Vous allez vous souvenir qu'il n'y a pas longtemps, on a gelé les biens des politiciens congolais, mais tous sont devenus des députés, d'autres sont des sénateurs. Est-ce que ça constitue un problème pour eux? Si tu refuses que moi je ne vienne chez toi, je reste chez moi. Et donc, on refuse à Nangaa de voyager sur l'espace américain. Est-ce que c'est une demande pour lui? Et donc, vous allez vous souvenir qu'il n'y a pas 2 semaines, Paul Kagame a été reçu par la Maison Blanche. Pourquoi on ne l'a pas sanctionné, mais on décide de sanctionner Nangaa? Et quand on le sanctionne, quel est l'effet direct et indirect de sa sanction? Que ce soit à l'interne comme à l'externe, quel est l'effet direct? À quoi ça diminue les problèmes et les combats qu'il mène à l'Ouest? Vous allez vous souvenir, c'est vrai vous avez parlé du procès qui a été initié contre lui. C'est tellement qu'il y a 5 prévenus qui avaient été capturés et qui devaient répondre devant la justice. Et je vais vous surprendre que parmi eux,
ils ont avoué que nous sommes réellement de l'Alliance Fleuve Congo et nous avons créé les mouvements depuis le 15 novembre 2023. Donc bientôt, dans quelques 2-3 mois, le mouvement va totaliser une année de fonctionnement sans inquiétude. Pourquoi? Parce que chez nous, en Machi, on dit que Oimangirwe no Angui Adoma Gashongwil. Oui, en ça français signifie, facile. En français facile, ça signifie que lorsque vous trouvez quelqu'un qui a le soutien, il se porte à merveille avec force et il se comporte avec parce qu'il sait que si vous le touchez, vous touchez celui-là qui l'a envoyé. Donc il a un soutien indéfectible du Rwanda, de Kigali et de ces gens qui lui ont fait semblant de les sanctionner. Comme on a dit à Bahala, Mukubwa Zawadi l'a dit, Bahala ne peut pas quitter les connaisseurs et connaître sa personnalité, ne peut pas sortir du pays sans qu'il ait l'autorisation préalable. Je vous dis aussi que Nanga de l'époque, tel que nous l'avons connu comme président honoré de la CENI, est encore une personnalité politique du pays. Mais il a accepté de rejoindre les mouvements parce qu'il a des racines américaines, il a des racines européennes, mais qui sont soutenues par le Rwanda. Comment vous pensez que les Américains vont sanctionner Nanga qui est en train de faciliter à ce qu'ils aient les minéraux, le cobalt, le zinc, les manganèses et même le cacao qui alimentent les usines aux États-Unis, qui alimentent les usines en Europe, et vous allez penser qu'on va les sanctionner vraiment? Et donc, lui aussi est parti là-bas parce qu'il savait qu'il a un soutien indéfectible de ce maudit régime de Kigali, comme l'a toujours dit l'ingénieur Newtoni Kassindi, que je salue en passant. Donc, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a compris contre Nanga, ce n'est rien, ce n'est qu'une distraction. Moi-même, je soutiens et ça n'a aucun effet. Donc, les sanctions de l'Europe, les sanctions des Américains ne signifient rien. Je vais encore vous rappeler que Bunagana est toujours dans les mains de M23. Et au-delà de Bunagana, il y a une partie que vous ignorez ici à Fizi, la commune de Minembwe, qui avait été suspendue par le chef de l'État, mais qui fonctionne. Et selon les informations à notre disposition, même l'aérodrome qui est là fonctionne et reçoit régulièrement les hautes personnalités, les diplomates, les visites sans inquiétude. Donc ça risque d'être aussi un régime dans un autre. Un autre élément peut-être aussi de formation. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 27. C'est aujourd'hui qu'il y a un investiture du président Paul Kagame qui a été encore élu à 99,15%. Alors, un dictateur, pour le 4e mandat, on vous dit que le mandat ici va aller jusqu'à 2037. Mais une surprise, c'est que même les amis qui sont de connotation rwandaise, qui sont dans les administrations publiques en RDC, qui sont dans l'armée, qui sont dans la police, certains sont présentement au Rwanda pour participer à l'investiture de leur chef. Mais qui les autorise de sortir? Ce n'est pas la deuxième. C'est qu'il y a aussi des complicités internes qui ne facilitent pas au président de la République d'atteindre l'objectif dont il est en train de faire montre afin d'éradiquer les forces étrangères. Elijah Mounani, il y a quelque part dans cette restriction, dans ces sanctions imposées par les États-Unis, vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui peut faire réfléchir parce qu'ils ont sanctionné un groupe affilié à l'AFC qui opère dans la province du Sud Kivu, Twirwaneho. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut quand même faire réfléchir? Un groupe affilié de l'AFC de Corneille Nangaa qui opère au Sud Kivu. Qu'est-ce que cela signifie? Madame, si vous m'avez compris, j'ai cité les territoires de Fizi. Twirwaneho opère dans les Fizi. Il y a aussi les autres rébellions. Plusieurs rébellions sont là-bas. Mais comment ils ont su que ce mouvement est encore opérationnel? C'est pourquoi j'ai cité Fizi, pour que vous puissiez comprendre que Nanga a des ramifications déjà dans presque toutes les provinces, surtout à l'Est. Mais on sanctionne quelqu'un qui n'a jamais été même à Bukavu. On le sanctionne aux États-Unis. Vous comprenez que ce n'est qu'une distraction. Il ne va même pas à Ouville. Il est dans les forêts là-bas et on lui amène tout ce dont il a besoin. Là-bas même. Et ce sont les Américains qui je ne me réserve pas de le dire parce que c'est connu. Est-ce que vous savez que jusque-là, la MONUSCO a fermé ses portes partout, mais
qui sont toujours à Minembwe. Vous le savez? Et donc, non, ils ont donné des raisons pour lesquelles ils doivent encore être à Minembwe. Il n'y a pas d'infrastructure. Oui, ils ont donné des raisons, mais ils sont là-bas. Mais au moins, vous savez aussi qu'ils sont là-bas. Et qu'un groupe de rebelles, de fils, est sélectionné parmi tant d'autres que nous connaissons à la République démocratique du Congo. Vous comprenez qu'il y a toujours des informations qui circulent. Et je vous ai dit que les diplomates descendent dans l'aérodrome de Fizi jusqu'à l'heure où je vous parle. Et donc, les sanctions des Américains ne sont que des distractions pures et simples pour endormir les Congolais et ne pas réfléchir sur ce qu'ils doivent faire. Et vous pensez qu'on a sanctionné. Pourquoi ne pas punir Kagame? Je vous ai dit que pour les récompenser, il a été à la Maison Blanche il n'y a pas 2 semaines. Pourquoi ne pas sanctionner l'Ouganda? Ce sont les pays qui alimentent, à travers lesquels les Américains, les Européens passent pour nous nuire. Et donc, quand on sanctionne Nanga, ce n'est qu'une distraction. Quand on sanctionne Touadéra, ce n'est qu'une distraction pure et simple. Et les Congolais doivent se lever et soutenir les présidents publics dans la démarche de ramener la paix. Je rentre sur la question qui concerne M. Jean Bosco Bahala. Jean Bosco Bahala, qui a été bien sûr révoqué par ordonnance. Nous avons suivi la lecture de la dite ordonnance à la RTNC. Et donc, ce n'est plus une rumeur, c'est une réalité. Mais quel est le motif de sa révocation? Certaines voix disent qu'il serait parti en Ouganda sans aucune autorisation préalable. Et je vous mets au défi de me prouver jusqu'à maintenant là son nom de démission lui permettant de sortir du pays pour aller participer. Parce que quand on lui pose la question, lui dit oui, je suis parti en Ouganda, à Kampala, pour engager des discussions avec les autorités ougandaises en vue d'obtenir le rapatriement des enfants congolais libérés par les LRA. C'est ça, lui, ce qu'il a évoqué comme motif quand on tend les micros et de s'expliquer par rapport à la situation au pays. Mais, lui, quand on rencontrait ses proches, je dis que non, il a connu un problème de se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, parce que au même moment qu'il y avait des tractations là des amis du M23 qui seraient en train de négocier. Mais quand on posait la question, il négociait avec qui? Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, lui-même dit que le gouvernement congolais n'a désigné personne pour participer à des discussions avec les M23. Mais lui, Jean Bosco Bahala, il se retrouve là-bas. Moi, quand j'ai fait des recherches, j'ai trouvé qu'il a adressé une demande d'ordre de démission au directeur de cabinet. Alors que lui... À quel directeur de cabinet? De quel ministère? Directeur de cabinet de la présidence. Parce qu'il ne faut pas ignorer qu'il est nommé par ordonnance du chef de l'État. Mais, en réalité, c'est lui qui doit l'autoriser la sortie. Il y a d'abord le ministre de la Défense dont il relève, mais aussi le ministre de l'Intérieur, parce que ça relève de la sécurité nationale. Mais quand il dresse la demande, il dépose son ordre de démission au directeur de cabinet du chef de l'État pour lui autoriser la sortie. Et jusque-là, maintenant que nous parlons, personne ne peut me brandir l'ordre de démission qui lui a autorisé de se retrouver en Ouganda. Ce qui circule là est à Paris quand on a bricolé, mais réellement, il n'y a aucun ordre de démission préétabli. Il se retrouve là-bas sans aucune autorisation et il l'engage pour parler sans autorisation préalable du pays. Et donc, le pays ne pourrait pas se taire et lui permettre librement comme si le pays devient un champ de maïs, alors que nous cherchons, nous sommes dans le processus de la recherche de la paix. Eli Chamounani. Oui. Donc, vous voulez nous dire que Jean Bosco Bahala est arrivé à l'aéroport international d'Ndjili et les services de migration l'ont laissé passer comme un citoyen lambda. C'est ce que vous voulez dire aux auditeurs qui nous suivent en ce moment. Mais les auditeurs qui nous suivent en ce moment savent que même Kazadi est passé. Bien qu'il ait des poursuites. Non, Kazadi est passé. Nicolas Kazadi est passé, bien sûr, après avoir obtenu l'autorisation. Alors, la question est celle de savoir, Jean Bosco Bahala, qui est connu à la DGM, à l'ANER, parce que ce sont des services qui se trouvent au niveau des aéroports, est passé sans un contrôle au préalable. Il faut rappeler que même quand on est journaliste, pour passer à l'aéroport,
on vous pose la question, où est-ce que vous allez et qu'est-ce que vous allez faire? Donc Jean Bosco Bahala est passé inaperçu, sans aucune question au préalable et sans ordre d'émission. Bon, je ne dis pas qu'il est passé inaperçu. Moi-même qui vous parle, je suis agent de l'État et je ne sais pas traverser la frontière ici sans autorisation préalable. La DGM ne va pas m'autoriser. Je ne passe pas quand je veux. Je ne fais pas le Rwanda ni les pays étrangers quand je veux. Alors, et même à l'aéroport, on m'exige, monsieur, tu es agent de l'État, brandis-nous les autorisations qui te permettent de passer. Donc il est passé de manière clandestine. Alors, Bahala que vous connaissez, là, ses fonctions lui permettent d'être aussi agent direct de la sécurité au niveau national qu'interne. Arrivé là, il a ses relations directes avec les agents de sécurité, mais je ne vous dis pas qu'il est passé, et quand vous rencontrez les agents de la DGM, ils ne vont pas vous donner clairement les documents qui lui ont autorisé de sortir du pays. Parce que l'ordre d'émission dont il a brandi est irrégulier. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé là-bas. Donc les agents de sécurité l'ont laissé passer avec un document irrégulier. Je vous dis que le problème là où il se trouve, c'est au niveau de la DGM. Ce n'est pas au niveau du pouvoir. Donc les gens qui doivent être sanctionnés sont les gens de la DGM qui facilitent les sorties et les entrées irrégulières. Parce que on ne peut pas sanctionner ça, ça vous engage, hein? C'est vous qui accusez la DGM. Ça vous engage, Elie Tchabounani. La DGM, quand on vous dit qu'il y a une sortie de quelqu'un sans aucune autorisation préalable, les règles reviennent à qui? Et ce sont les gens de la sécurité qui sont commis à la frontière qui doivent s'en occuper. Parce que ce sont eux qui nous disent que non, messieurs, même ici, quand vous partez pour Goma, il y a les agents là qui contrôlent les mouvements d'entrée et sortie. Mais s'il y a eu passage, s'il y a eu entrée, s'il y a eu sortie de quelqu'un qui ne devait pas sortir, les responsables doivent être qui? Ce sont les gens qui sont commis à la sécurité au niveau des frontières, au niveau des aéroports. Alors, comment vous pensez que le gouvernement pourrait être responsable jusqu'à sanctionner quelqu'un qu'on a envoyé en mission? Comment? Et jusqu'à ce que le président de la République se permette de prendre l'ordonnance révoquant un monsieur alors que lui-même a autorisé sa sortie. Non! C'est parce qu'il est parti contre les grés du pouvoir. Et moi, je vous dis, même si on peut vous brandir tout document là, les documents qu'il brandit là-bas sont des faux. Il n'a pas un document. Moi, je reconnais un seul document qu'il a adressé. C'était celui de demandant la mission de demandant l'ordre de démission. Et au moment qu'on attendait lui donner l'ordre de démission, il était déjà parti. Et donc, oui, il était déjà parti. Et donc, l'ordre a existé. Il ne faut pas penser que le gouvernement est responsable jusqu'à ce niveau. On ne peut pas envoyer quelqu'un, on ne peut pas sanctionner quelqu'un qu'on a envoyé en mission. Merci. Et s'il a fait bien sa mission. Donc, merci beaucoup. Je vous dis que Jean Bosco Bahala a joué à une certaine imprudence. Et surtout qu'il avait, on ne peut pas ne pas le dire, à l'interne, il avait aussi des conflits dans son cabinet qui ont trouvé que non, comme il vient de sortir du pays d'une manière irrégulière, peut-être que la présence de ces mouvements en Ouganda où il s'est retrouvé en ce moment, peut-être qu'à son retour, on pourrait régler. Mais il s'est retrouvé aussi, en face d'un problème parce que lui-même ne conjuguait pas bien avec ses coéquipiers. Ça, il faut le dire. Merci. Et ce qui lui a causé des problèmes parce que tout ce qu'il a fait peut-être pourrait passer inaperçu et personne n'allait le découvrir. Merci beaucoup. Mais étant une personnalité du pays, se retrouva dans des questions sensibles, parce qu'actuellement la question la plus sensible, c'est l'M23. Et se retrouve sur la même table avec les amis du M23. Vous voulez que le gouvernement se comporte comment? Merci.